Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Cagouille Céleste pour la semaine du 11 au 19 août 2020, la quatrième et dernière phase de la deuxième lune de printemps. Donc du mardi 11 août à 18h44 au mercredi 19 août à 4h41. C'est donc la dernière phase de la deuxième lune de printemps et j'ai le plaisir de vous présenter cette chronique des événements célestes sous une nouvelle formule que j'enregistre dans l'antre de mon ami Alain, qui est le siège de notre observatoire du Lévezou, l'observatoire du Lévezou, où nous avons mené quelques animations d'astronomie, malheureusement le temps ne nous a pas permis d'en profiter au maximum, mais on fait toujours quelque chose et on a quand même vu un beau ciel. Alors, je commence par dérouler tout ce que la Lune va nous offrir cette semaine. Donc, puisque c'est le dernier quartier, elle se lève au minuit, au milieu de la nuit. Et donc le 11, elle se levait au milieu de la nuit et culmine au lever du soleil. Et donc on la voit dans la matinée, c'est la preuve qu'elle est décroissante. Puisqu'à la fin de la semaine, de la période, nous arrivons à la nouvelle lune. Et de jour en jour, après le dernier quartier, elle continue toujours, chaque jour, elle se lève de toute façon toujours en moyenne 1 heure plus tard que la veille. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 1 heure et demie. Et donc elle se décale, ce qui fait que au cours de cette semaine, elle va se lever donc de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et elle va culminer dans la matinée, dans le jour, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus du tout à la voir. Ce sera la nouvelle lune. Le dernier quartier, c'est le 18, donc mardi 18, le dernier croissant, mardi 18 au matin, aux alentours de 6h30. On pourra apercevoir le dernier croissant de lune qui advient 22 heures et des brouettes avant la nouvelle lune. Il sera à 6 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon, alors que le soleil sera à 5 degrés sous l'horizon. Et après, le lendemain, c'est la nouvelle lune. Alors, la lune, tout au cours de la semaine, elle va accompagner les étoiles les plus brillantes des constellations du Taureau, des Gémeaux et jusqu'au Lion. Donc, et puis elle va croiser, elle va doubler aussi quelques planètes. Je rappelle que pour le dernier quartier, elle était donc conjointe à Uranus mardi matin, enfin à 1 heure du matin. Donc c'était Lune conjoint Uranus, suivi dans la soirée du dernier quartier. Mercredi, la Lune est conjointe aux Pléiades, donc ça s'observe dans la nuit plutôt le 13 au matin. Les Pléiades se lèvent aux alentours de 0h30, 0h25 et la Lune se lève à 1h19, donc elle sera sous les Pléiades à admirer en fin de nuit. Vous pouvez prendre des jumelles pour apprécier l'amas des Pléiades, surtout que le croissant de lune est encore assez gros, donc il est assez lumineux pour empêcher d'admirer l'amas des sept sœurs, qu'on appelle, ou son nom de catalogue, c'est Messier 45. Et quand la lune est conjointe aux Pléiades, elle marque le premier degré du signe des Gémeaux. C'est pour notre époque, puisque les étoiles se décalent par rapport au repère des équinoxes et des solstices de 1 degré tous les 72 ans. Donc en ce moment, nous sommes à notre époque, là, cette période, la Lune, quand elle est conjointe aux Pléiades, elle marque le premier degré du signe des Gémeaux. Voici des repères, c'est des repères pratiques dans le ciel, ça. Donc elle continue, jeudi 13, elle est conjointe à Aldébaran, parce que Aldébaran n'est pas loin des Pléiades, donc Aldébaran, l'œil du Taureau, l'étoile principale de la constellation du Taureau. L'étoile est en dessous la Lune, à près de 4 degrés,
Et c'est aussi à voir, bien sûr, en deuxième moitié de nuit. Donc, dans la nuit le 13 au matin, la Lune se lève à 1h19, suivie d'Aldébaran, une demi-heure plus tard. Le lendemain, vendredi 14, la Lune est conjointe à Elnat, c'est l'étoile bêta du Taureau qui fait le bout de la longue flèche que marque le Taureau et qui fait aussi la jonction avec la constellation du Cocher. Donc ce jour-là, donc l'étoile est au nord de la Lune, elle est au-dessus de la Lune. Elle se lève le 14 à 1h32, alors que la Lune la suit une vingtaine de minutes plus tard. Et ça continue. Le 14 d'ailleurs, la Lune passe à son nœud ascendant, donc elle passe au nord du plan écliptique. Et elle rentre dans le signe du Cancer. Le 15, elle est conjointe à Vénus. Et en même temps à l'étoile Alena qui est gamma des Gémeaux. Alors, un vieux croissant de lune, là, il va commencer à être bien fin, avoir bien sûr le 16 au matin, alors que la lune se lève avant Vénus à 2h38, et Vénus, elle, se lève à 3h17. Ça, c'est pour ma localisation, précisément. Selon votre localisation, c'est à 5 ou 10 minutes près, en France métropolitaine. Après, ça change. Il faudra des correspondants dans d'autres territoires francophones pour adapter les conditions de visibilité à ces lieux trop lointains pour que je puisse tous les traiter en même temps. Donc Vénus est à côté de l'étoile gamma des Gémeaux et c'est et la Lune aussi, et donc la Lune est à sa déclinaison maximale à ce moment-là, et Vénus aussi. Vénus est à remarquer donc au petit matin, la planète très brillante, 4 degrés sous le croissant de lune. Et donc la Lune, je disais, arrive donc à sa déclinaison maximale, parce que pareil, c'est un repère quand la Lune est conjointe à l'étoile Alena, gamma des Gémeaux, c'est qu'elle est proche de sa déclinaison maximale. Or, en ce moment, chaque fois qu'elle arrive à sa déclinaison maximale ou minimale, elle sort des limites zodiacales, c'est-à-dire qu'elle dépasse la limite que atteint le Soleil en déclinaison au moment des solstices, à savoir 23 degrés 26 minutes, qui est la mesure de l'angle de l'inclinaison du plan de l'équateur terrestre sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan où la Terre tourne autour du Soleil. Donc, il arrive à la Lune et aux planètes de sortir de ces limites zodiacales. Donc, c'est ce que fait Vénus. Excusez-moi, c'est ce que fait la Lune depuis quelques mois, et pour 3-4 ans, voire 5-6 ans, elle sortira des limites zodiacales à chaque fois qu'elle arrive en déclinaison maximale ou minimale. Continuons avec la Lune. Donc, passé tout cela, elle est conjointe à Pollux dimanche soir, dimanche 16 à 20h13. Et là, Pollux, c'est l'étoile bêta des Gémeaux, mais c'est la plus brillante des Gémeaux, et elle se trouve à 4 degrés et demi au nord, enfin au sud de la Lune. Voilà. Non, l'étoile se trouve à 4 degrés 28 minutes au nord de la Lune, donc au-dessus de la Lune. Et le 17 au matin, donc, c'est à observer en fin de nuit, bien sûr. Pollux se lève à 3h45 à peu près, et la Lune à 4h35, soit 50 minutes plus tard. Donc, c'est en fin de nuit qu'on peut apprécier le tableau. Ensuite, la Lune rentre dans le signe du Lion, car l'étoile Pollux, elle marque le 24e degré du signe du Cancer. Et donc, la Lune entre ensuite dans le signe du Lion, et elle est conjointe à l'amas de la Crèche, qui est l'amas qui se niche au creux de la constellation du Cancer, qui marque le 8e degré du signe du Lion. À apprécier avec des jumelles, parce que là, le croissant de lune est très très fin, et le tableau peut être magnifique en toute fin de nuit. L'amas de la Crèche se lève à 5h20, et la lune à
5h45, soit 25 minutes plus tard. Et pour finir, c'est le dernier croissant, le 18 au matin, donc aux alentours de 6h30, guettez à l'est-sud-est, fin croissant de lune qui se lève. Non, guettez à l'est. Hein. Oui, j'ai dû faire une erreur d'azimut. Bon, guettez le dernier croissant qui se lève à 5h45, alors que le soleil va se lever à peu près à 7h. Donc, vous avez jusqu'à 6h30 pour apprécier ce dernier croissant de lune, le 18 au matin. Et le 19, dans la nuit du 18 au 19, à 4h41, c'est la nouvelle lune, donc alignement Soleil, Lune, Terre, ou Terre, Lune, Soleil. Eh bien, on ne voit pas la Lune, elle est devant le Soleil, elle nous montre sa face de nuit, et on est en plein jour. Donc, on ne voit rien, et elle est en même temps, juste après, 3 heures plus tard, 3 heures après cet instant de la nouvelle Lune, elle est conjointe à Mercure, qu'on ne voit pas non plus, du coup, puisqu'elle est aussi complètement tout près du Soleil, étant donné, nous allons en parler, qu'elle est à sa conjonction supérieure le 17. Néanmoins, vous pouvez voir Mercure et l'étoile Régulus, car elle est également conjointe à la Lune, à Mercure et à Régulus, qui est l'étoile alpha du Lion, dans la suite de la nouvelle Lune à 10h30. 7h38, Lune conjoint Mercure, 10h30, Lune conjoint Régulus le mercredi 19. Donc on peut voir Mercure et Régulus uniquement dans le champ du coronographe Lascaux C3 que vous trouvez sur Internet. C'est le coronographe de la sonde SOHO qui nous produit des images en continu de la couronne solaire depuis 1995. Et donc quand les astres passent dans le champ de ce coronographe, le disque du Soleil est masqué et tout ce qui se trouve dans un champ de 18 degrés à peu près autour apparaît, les planètes, les comètes, les étoiles, les objets du ciel profond apparaissent. On voit là beaucoup de traces de comètes qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Et donc, on pourra voir Mercure et Régulus dans le champ du... Amusez-vous, c'est un petit jeu amusant d'essayer de retrouver les astres dans ce champ, quand on sait qu'ils y sont, en comparant avec les cartes du ciel. Et le soir même du 19, on aura l'opportunité d'assister au premier croissant de la nouvelle lunaison. Le matin du 18, dernier croissant de la vieille lune, et soir du 19, premier croissant de la nouvelle lune. Mais il faudra quand même un instrument pour le détecter. Il sera très très fin et bas sur l'horizon du côté de l'ouest. Voilà pour la Lune au cours de la semaine, mais il y a aussi les planètes il y a des planètes qui font des choses intéressantes, n'est-ce pas? Donc Vénus, on avait dit, qui est conjointe à la Lune, qui arrive devant la constellation des Gémeaux. Je vous rappelle qu'elle est rentrée en Cancer la semaine dernière, donc je parle de Vénus. Hein. Vénus qui arrive devant la constellation des Gémeaux, qui va rester jusqu'au 4 septembre, qui est conjointe, donc qui est en conjonction à la Lune le 15, et qui est à son élongation maximale pour commencer le 13. C'est-à-dire que comme elle est du matin, elle est donc à son élongation ouest maximale. Donc c'est là qu'elle se lève le plus tôt possible avant le soleil et qu'on la voit le plus longtemps possible dans le ciel du matin. Et donc elle est à 45 degrés d'élongation du soleil, à l'ouest du soleil. Donc le Vénus dans le ciel du matin, ça en ce moment c'est totalement immanquable, elle se lève vers 3h20 et après on ne voit plus qu'elle, à part du côté de l'Est avec Jupiter et Saturne qui sont sur le couchant, suivi de Mars qui est alors au petit matin presque à sa culmination, et Vénus qui rutile à l'Est, et en plus entre Saturne et Mars il y a Neptune, et entre Mars et Vénus il y a Uranus. On a la palette des planètes, sauf Mercure qui donc est en conjonction supérieure le 17, c'est-à-dire
c'est-à-dire que du point de vue héliocentrique, elle est opposée à la Terre. On a Soleil au milieu, Mercure d'un côté, la Terre de l'autre, soit un alignement Terre, Soleil, Mercure, ou Mercure, Terre, Soleil. Ça, c'est la conjonction supérieure. Donc, on peut la voir parce qu'elle a un peu de latitude, elle ne passe pas pile dans le plan de l'équateur solaire. Donc, on peut la voir dans le champ du coronographe Lascaux C3 avec Régulus. Et oui, parce qu'elle arrive en plus à sa latitude maximale, ce qui veut dire que donc elle est au-dessus du plan de l'écliptique et que donc elle n'est pas masquée par le disque solaire. Elle est à sa latitude maximale le 17 en géocentrique. Elle s'élève qu'à 1,45 degré au nord du plan de l'écliptique. Ça suffit pour que le soleil ne la masque pas dans le champ du coronographe. Et c'est le 16 dans le plan héliocentrique. Mais je vais revenir sur l'héliocentrique juste après. Je vais d'abord vous parler d'Uranus. Uranus qui va entamer sa rétrogradation annuelle, qui d'abord arrive du coup à un palier de déclinaison maximale le vendredi 14, 14 degrés au-dessus du plan équatorial. Dès quand on parle de déclinaison, on est dans le plan équatorial. Et le lendemain, du coup, son mouvement devient rétrograde, parce que quand le mouvement d'une planète devient rétrograde, généralement, elle atteint un palier de latitude et un palier de déclinaison, et elle repart dans l'autre sens aussi, avant, après, plus ou moins tôt avant, plus ou moins tôt après, selon le mouvement de cette planète. Donc Uranus est assez réglo, hein, c'est bien sa caractéristique, donc ça se passe très proche l'un de l'autre. Déclinaison maximale le 14 donc, et son mouvement devient rétrograde le 15 jusqu'au 14 janvier. Elle reviendra jusqu'au 7e degré du signe du taureau. Actuellement, elle est dans le 11e degré du signe du taureau en géocentrique. Et pour finir donc, ce tableau, je vais vous parler de l'héliocentrique, peut-être un petit peu avant, un petit topo quand même. Et bien, donc, la Lune, sur les petites cases qui sont dans le bas de ma fiche de synthèse que vous allez pouvoir télécharger, qui va être en ligne et que vous allez pouvoir télécharger comme chaque semaine. Évidemment, je n'ai pas pu rédiger l'article que je fais d'habitude. Il sera très succinct, étant donné que j'avais de fortes occupations avec les animations d'astronomie d'une part et de grosses difficultés de connexion d'autre part. Donc je vous fais ce petit topo oral et je vous invite à le suivre avec la fiche que vous allez pouvoir télécharger. Le lien sera sous la vidéo. Donc la Lune passe donc devant les constellations du Bélier, là pour le dernier quartier, jusqu'au Lion. On l'a détaillé avec les étoiles tout à l'heure. Si vous voulez vous amuser à observer des occultations d'étoiles par la Lune, eh bien, des jumelles suffisent. Nous en avons deux. Nous avons le 13, une étoile du taureau de magnitude 6 qui disparaît derrière la Lune de 3h36 à 4h23. Et le 15, l'étoile 3 des Gémeaux, de magnitude presque 6 également, qui disparaît de 4h32 à 5h25. Donc vous pouvez apprécier la disparition de l'étoile derrière la partie éclairée de la Lune et sa réapparition dans la partie sombre. Je vous confirmerai ça la prochaine fois, car j'ai un doute, il faudrait que j'aille vérifier. Et en plus, il y a aussi bien sûr à apprécier ces librations, donc minimale en longitude le 15 vers 17h, ce qui fait que on peut l'observer le 16 en fin de nuit, et qu'on peut apprécier le coucher du soleil, en particulier sur le cratère Pythagore, qui se situe au nord de la Lune. Et donc, c'est un des premiers repères, enfin ça fait partie des repères principaux. Au nord du croissant de Lune, c'est le cratère Pythagore là, qui est mis en valeur et sur lequel les ombres s'allongent, les ombres du soleil couchant s'allongent, car quand la Lune est décroissante, c'est-à-dire entre la pleine lune et la nouvelle lune, ce qu'on observe sur la lune, c'est la ligne du soleil couchant. Alors que lorsqu'elle est croissante, de la nouvelle lune à la pleine lune, on observe la ligne du soleil levant.
Donc les planètes, je viens de vous en parler, leur succession. Jupiter culmine vers 23h30 et se couche vers 4h. Saturne culmine vers 0h et se couche vers 4h45. Neptune se lève donc vers 22h et culmine vers 3h45. Donc c'est top période pour observer Neptune maintenant en deuxième moitié de nuit. À partir de 0h, c'est bon. Pas de lune, on ne peut pas faire mieux, hein. Mars, qui est devant la constellation des Poissons, se lève entre 23h37 le 11 et 23h12 le 19. Uranus, qui est devant la constellation du Bélier, se lève vers 23h45. Et Vénus, qui passe de la constellation d'Orion, elle était devant Orion cette semaine, en raison de sa forte déclinaison nord, elle passe devant les Gémeaux et elle se lève vers 3h20 et elle est à son premier quartier le 12, vers 23h. C'est-à-dire que si vous l'observez avec un instrument, pas vers 23h parce qu'elle ne sera pas levée, hein, plus tard dans la nuit, en fin de nuit, et bien vous verrez un demi-disque, c'est le premier quartier de Vénus. Elle est entre sa conjonction inférieure qui a eu lieu le 3 juin et sa prochaine conjonction supérieure, donc je vous rappellerai la date prochainement, je ne l'ai pas en tête. Et il n'y a que Mercure donc qu'on ne voit pas puisqu'elle est devant le Soleil, enfin derrière le Soleil, pardon, en conjonction supérieure le 17. Rien de spécial à signaler du côté des astéroïdes. Du côté des comètes, la belle comète de fin juillet est maintenant noyée dans la lumière solaire et son éclat considérablement diminué. On pouvait encore essayer ces derniers jours à la trouver devant la constellation de la Vierge, mais le Soleil arrive à toute allure et je vous dis, sa luminosité décroît très vite, donc c'est fini. Elle reviendra dans 4 à 6 000 ans. Heureusement, il y en aura d'autres. Il y en a d'autres, hein, mais c'est des magnitudes 10. C'est un peu déjà pour les spécialistes. Et puis il y en a jusqu'à... Et encore, je ne recense que celle jusqu'à magnitude 12, parce qu'après, il y en a encore beaucoup. Là, c'est vraiment pas pour les amateurs. Alors par contre, du côté des étoiles filantes, ben c'est plein pot, hein. Nous sommes en plein dans la période du maximum des Perséides, donc si le ciel est dégagé, eh ben, il faut en profiter, hein. Et puis il y en a d'autres, il y a les delta aquarides, les draconides, les cynides, donc on peut voir beaucoup d'étoiles filantes en ce moment. Du côté des satellites de Jupiter, ben, ne loupez pas dans la nuit du 15 au 16 vers 23h l'alignement des 4 lunes dans l'ordre naturel. Que dire encore dans les détails avant de passer à l'héliocentrique, hein, je ne vous ai pas encore parlé d'héliocentrique, on va finir par ça. Que le 12, le soleil culmine au zénith à la Martinique, car vous le savez sans doute, la Martinique est située en dessous du tropique du Cancer, donc en fait au cours du printemps nord, le soleil début mai passe au zénith du parallèle de la Martinique. Donc. Et donc ce jour-là, le soleil culmine au zénith. Et de cette date, début mai, 3 mai, jusqu'à ce jour 12 août, il culmine du côté du nord, là-bas, à la Martinique. Et ensuite, à partir du 12 août, il reculmine du côté du sud. C'est ce qui se passe comme ça entre les tropiques. Le soleil culmine alternativement au sud et au nord, et il y a un jour, en fonction de la latitude terrestre du lieu, où il passe au zénith. 2 jours dans l'année. D'où l'intérêt des puits zénithaux des Mayas, entre autres. C'est un autre sujet. Voilà, et alors donc, l'ultime croissant de lune, j'aime bien toujours mentionner qui a droit à l'ultime croissant de lune sur Terre et qui a droit au croissant primeur. Donc avant la nouvelle lune, l'ultime croissant de lune est visible le 18 aux alentours de 12h temps universel sur la côte ouest des USA. Et le 19, le tout premier croissant de lune, le croissant primeur, est visible aux alentours de 16h temps universel à l'est de l'Afrique et en Arabie. Donc on va finir cette petite exposé par ce qui se passe en héliocentrique, et Mercure il se passe pas mal d'événements cette semaine en héliocentrique, hein. Mercure avance vite, il était à son périhélie la semaine dernière, il est encore sur sa lancée, et il va passer à l'opposition donc de Pluton
le 12 à 1h52, de Jupiter le 12 à 5h32, de Saturne le 13 à 0h06, c'est-à-dire dans la nuit du 12 au 13. Parce que dans héliocentrique, Pluton a doublé Jupiter et pas encore Saturne. Donc Mercure passe opposé Pluton, opposé Jupiter, opposé Saturne, puis il rentre en Lion. Car Saturne en héliocentrique est encore en Capricorne, donc Mercure, fin Cancer, opposé Saturne, fin Capricorne. Il est dans le dernier degré du signe Capricorne en héliocentrique, Saturne, et Saturne va entrer en Verseau en héliocentrique le 3 septembre. Donc revenons sur Mercure qui passe à l'opposition de Saturne, donc qui est au dernier degré du signe du Capricorne, et donc Mercure fin Cancer, opposé Saturne, puis entre dans le signe du Lion, palam palam palam. Le 16 à 10h38, il atteint sa latitude maximale en héliocentrique, donc qui est la valeur de son inclinaison, de l'inclinaison du plan de son orbite sur l'écliptique, c'est-à-dire pour Mercure la plus celle qui a le plus d'inclinaison, c'est 7 degrés. C'est la planète qui a le plus grand angle d'inclinaison, dont l'orbite est la plus inclinée par rapport à celle de la Terre. Donc, mais du point de vue géocentrique, je vous dis, c'est le lendemain et l'angle est beaucoup plus petit, parce que c'est toujours un phénomène relatif. On voit l'angle du point de vue de la Terre ou on le voit du point de vue du Soleil, et ben c'est pas le même. C'est logique, sachant que Mercure est au-delà du Soleil, donc l'angle, ça le rétrécit. Et pour finir, le 18, Mercure entre en Vierge. Donc voilà les événements de la semaine, sachant que donc il est à sa conjonction supérieure le 17, soit opposé à la Terre en héliocentrique, et que ça se passe donc Mercure 26e degré du Lion, la Terre en héliocentrique 26e degré Verseau, ce qui correspond aussi au Soleil 26e degré du Lion. Donc voilà le tour du paysage céleste géocentrique et héliocentrique. Et pour commencer, topocentrique pour ce qui est de ce qu'on observe dans sa sphère locale. Et j'espère avoir comblé toutes vos attentes, et surtout si vous en avez encore, n'hésitez pas à noter vos commentaires, vos remarques, ce qui vous plairait davantage qui soit développé, et puis bon, toutes les lacunes évidemment que je peux avoir laissées. N'hésitez pas à participer, ce sera encore plus super parce que ça répondra mieux à vos attentes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je vous dis à la semaine prochaine dans les meilleures conditions possibles. Je remercie beaucoup Alain pour son splendide décor dans son antre de marine céleste. Et je vous dis donc à mercredi 19 août pour la suite de la Cagouille Céleste. Bonne semaine, bonne fin de lune, à bientôt.